Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18 h. Dans notre recherche d'exoplanètes habitables, on s'est donné un référent absolu, celui qu'on connaît le mieux, la Terre. On s'efforce donc de découvrir des planètes de taille et de masse comparables, avec un intérêt tout particulier pour celles qui ont le plus de chances d'offrir les mêmes conditions de température, d'atmosphère, de composition chimique, etc. Cette approche a un certain mérite. Après tout, on s'attendrait en effet à découvrir la vie si on pouvait mettre la main sur une jumelle parfaite de notre planète. Et à défaut d'être habitée, elle serait au moins habitable. Mais la Terre est-elle vraiment le référent absolu dans la recherche de la vie ? Ou bien certaines planètes avec des conditions légèrement différentes pourraient-elles être encore plus fertiles ? C'est la question que s'est posée un groupe de chercheurs sponsorisé par la NASA. Ils ont essayé de déterminer les paramètres idéaux pour l'émergence de la vie telle qu'on la connaît. Étonnamment, le résultat est un type de planète assez différent de la nôtre. Au cœur des questions d'habitabilité, il y a l'eau liquide et les océans. Jusque-là, rien de bien révolutionnaire. Mais des océans idéaux seraient un peu différents de ceux de la Terre. Pour se nourrir, une vie primitive a besoin de la lumière de son étoile, qu'on peut trouver près de la surface, et de sédiments marins qu'on trouve plutôt au fond des océans. Les courants marins qui brassent ces sédiments et les ramènent vers la surface sont donc essentiels pour réunir toutes les bonnes conditions au bon endroit. Sur Terre, ces phénomènes de remontée d'eau chargée en nutriments ont lieu essentiellement près des côtes. En partant d'exoplanètes connues, notre équipe de chercheurs a réalisé plus de 4000 simulations pour déterminer si certaines conditions pouvaient amener à des phénomènes de remontée d'eau encore plus importants. Et la réponse est oui. Les meilleurs résultats apparaissent pour les planètes possédant beaucoup d'eau, une atmosphère épaisse, des continents et des journées très longues. C'est ce petit détail qui manque à la Terre pour arriver au top du classement des planètes habitables. Typiquement, si Vénus a un jour possédé des océans et des continents, avec ses journées de 117 jours terrestres, elle offrait des conditions quasi parfaites. Bien entendu, il ne s'agit là que d'un modèle, et il vaut essentiellement pour une vie marine, primitive, reposant sur la photosynthèse. D'autres conditions sont probablement nécessaires pour permettre à cette vie de se complexifier et pourquoi pas d'évoluer vers une vie intelligente. Les résultats de ces travaux nous donnent tout de même quelques pistes supplémentaires dans la recherche d'exoplanètes habitables. Les conditions qu'on vient d'évoquer sont indétectables avec les moyens actuels des astronomes. On peut cependant espérer que la prochaine génération de télescopes spatiaux et terrestres va commencer à nous livrer quelques indices sur les atmosphères d'exoplanètes de taille terrestre. Comme on a pu l'observer sur Terre, océans et atmosphères interagissent de manière très étroite. On pourra donc peut-être découvrir dans ces atmosphères des marqueurs chimiques donnant quelques indices sur l'éventuelle présence d'un océan et les conditions qui le régissent. Avec ces maigres informations, on pourra alors optimiser le design de la génération de télescopes suivante. Un processus long et fastidieux, mais qui nous mènera peut-être un jour à la conclusion irrévocable que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Un beau lot de consolation si on venait à perdre le statut de planète la plus habitable. Allez, on revient sur Terre, ou plutôt en orbite, pour continuer ce DNDE. Mardi dernier, et après quelques péripéties, un vaisseau Soyouz est venu se docker à la Station Spatiale Internationale. Habituellement, la Russie utilise ses Soyouz pour amener des cosmonautes, tandis que les vaisseaux Progress s'occupent du cargo. Mais dans ce Soyouz-là, il n'y avait pas d'équipage pour la première fois depuis 33 ans. Pas d'équipage humain en tout cas. Sanglé dans le siège du capitaine se trouvait le robot humanoïde Skybot F-850. Bardé de capteurs, il a pris des mesures de toutes les phases du vol, accélération, vibration ou encore température. Cette mission était lancée par une nouvelle version de la fusée Soyouz, la 2-1A. Elle a subi un échec en 2015 lors du lancement d'un cargo Progress. Avant de lui faire opérer des vols habités, Roscosmos souhaite donc s'assurer qu'elle est parfaitement sûre.
Il s'agissait de la tâche primaire de Skybot, s'assurer que les conditions de vol sont idéales pour des humains. Une mission apparemment remplie avec succès puisque le robot est maintenant dans l'ISS. Il va y rester 2 petites semaines avant son retour sur Terre, ce qui devrait être suffisant pour que l'équipage teste certaines de ses capacités. Skybot possède par exemple un mode dit Avatar. À l'aide d'un exosquelette et d'un casque de réalité virtuelle, il est possible d'en prendre le contrôle de manière relativement instinctive. Il peut aussi effectuer un certain nombre de tâches simples et répondre à des questions, à la manière des assistants domotiques. Skybot F850 n'est pas le premier robot à avoir visité l'ISS, et il ne sera pas le dernier. Le 27 août, le robot Simon, construit par Airbus, a fait son retour sur Terre. Cette petite sphère équipée d'un écran n'est pas capable de manipuler des objets. Elle peut tout de même interagir avec les astronautes et même apprendre à les reconnaître grâce à des programmes d'intelligence artificielle. Le retour d'expérience va aider Airbus à mettre au point une version améliorée de Simon. Meilleur micro, capacité à détecter les intonations et mémoire des interactions passées devraient permettre à ce robot social d'offrir des conversations de plus en plus plaisantes à l'équipage. Skybot et Simon sont pour le moment des concepts. On n'attend pas d'eux qu'ils réalisent un véritable travail productif dans l'ISS. Il s'agit pourtant du but à long terme de ces expériences, soulager l'équipage humain de certaines tâches. Au printemps dernier, la NASA a déployé le système Astrobee qui se rapproche un peu plus de cet objectif. Ces 3 petits robots cubiques sont capables de mener des tâches simples dans la station. Faire un inventaire, filmer les astronautes pendant des expériences, voire déplacer un peu de cargo. Ils se déplacent grâce à de petites hélices et disposent d'un bras qui peut leur servir à se fixer sur un rail ou à manipuler un objet. Capables d'une certaine autonomie, ils peuvent aussi être contrôlés depuis la Terre ou directement par un membre d'équipage. Les robots devraient avoir une place importante dans les projets américains de retour sur la Lune. Ce qu'on voit aujourd'hui à bord de l'ISS préfigure probablement de ce qui nous attendra à bord de la LOPG et peut-être même à la surface lunaire. Des robots pourraient assembler une base avant l'arrivée d'un équipage, puis aider à la maintenir et à la réparer, diminuant ainsi les risques pris par les occupants humains. Il y a énormément de travail à fournir de ce côté, mais la robotique est un domaine qui avance vite. Comme souvent, on va terminer cet épisode de DNDE en évoquant les très nombreuses actualités de SpaceX. On vous en parlait récemment, l'entreprise semble vouloir peaufiner son offre à destination des smallsats. On en sait désormais plus puisque le site de la compagnie a été mis à jour avec des prix. Encore une fois, SpaceX a l'intention d'offrir une tarification très agressive. Seulement $1 million pour un satellite de 200 kg vers l'orbite héliosynchrone. Chaque kilogramme supplémentaire sera facturé $5 000. On parle donc d'une proposition globalement 5 fois moins chère que celle de la fusée Electron de Rocket Lab. Le principal avantage de cette dernière, c'est le service très personnalisé qu'elle peut offrir à ses clients. Un lanceur dédié permet de viser une orbite très précise et de retarder un vol si le satellite n'est pas encore prêt. Beaucoup d'opérateurs de smallsat en ont marre d'attendre des années une place sur un lanceur lourd. Ils sont prêts à payer plus cher pour avoir des temps de lancement réduits et un plus grand contrôle sur l'orbite d'injection. Pour répondre à cette demande, plus de 130 petits lanceurs sont aujourd'hui en développement. Les annonces de SpaceX risquent cependant de bouleverser la donne sur ce marché déjà très concurrentiel. En plus d'offrir des prix bas, l'entreprise d'Elon Musk souhaite aussi tirer très souvent. On vous parlait d'un tir par an il y a quelques semaines. C'est maintenant 29 lancements dédiés au smallsat que SpaceX prévoit entre mars 2020 et décembre 2021, soit plus d'1 par mois. Beaucoup de ces fenêtres seront en réalité des missions pour Starlink, que l'entreprise complétera par des charges commerciales. De quoi faire baisser le coût de lancement de la constellation d'Internet par satellite. Avec le succès du vol du Starhopper dont on vous parlait dimanche dernier, SpaceX continue à toute allure le développement du Starship. En attendant que le nouveau design du vaisseau interplanétaire nous soit révélé, on a pu apercevoir sur une capsule Dragon Cargo des tuiles thermiques qui lui sont destinées. Elle s'était envolée avec la mission CRS-18 le 25 juillet. Vous pouvez les voir en noir sur cette image.
La capsule de CRS-18 est depuis revenue sur Terre. Et il semblerait que les tuiles thermiques aient plutôt bien encaissé le choc de la rentrée. Ce sont les 4 petits segments que vous pouvez voir ici. Il reste bien entendu beaucoup d'éléments du Starship à mettre au point. Un des éléments clés de l'architecture sera le système de ravitaillement en orbite. Starship aura besoin de transférer des centaines de tonnes d'ergols dans ses réservoirs avant de se lancer vers la Lune ou Mars. Cela signifie plusieurs vols de Starship Cargo dédiés à cette seule tâche pour chaque Starship habité. Une opération qui augmente les risques d'échec et vient alourdir la facture. C'est peut-être pour pallier à ce problème qu'Elon Musk a évoqué sur Twitter un autre véhicule, encore plus démesuré. Il pourrait atteindre les 18 mètres de diamètre. C'est 2 fois plus que le Starship et son booster. On a du mal à imaginer l'utilité d'un tel monstre, si ce n'est peut-être d'aller ravitailler en un seul tir un Starship en partance vers Mars. Voilà, on arrive au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. Je vous invite à réagir dans les commentaires. Questions et remarques sont les bienvenues, nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 15 septembre. Vous pouvez également consulter la description de la vidéo pour trouver les sources qui ont servi à son écriture et des liens vers nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi à 18 h pour un nouveau dossier de l'espace. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.